Me revoici encore devant vous pour un nouveau tutoriel, une nouvelle vidéo. Mais cette fois-ci, cette vidéo est consacrée au durcissement du système d'exploitation. Voilà. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un système d'exploitation que tout le monde connaît bien, qu'on utilise le plus souvent. Il s'agit de Windows. Ok? Je ferai plus tard une vidéo consacrée à Linux pour le durcissement du système d'exploitation Linux en lui-même. Donc, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est comment effectuer un durcissement, voilà, sur le système d'exploitation Windows. Aujourd'hui, il y a bon nombre d'utilisateurs qui ne savent pas, donc autant les mettre au courant, voilà. Parce que on peut acheter un ordinateur, mettre Windows dedans ou trouver du Windows à l'intérieur, installer les antivirus et mettre à jour, c'est bien beau, mais euh, le fait de protéger son ordi contre des accès non autorisés n'implique pas seulement, ne s'implique pas seulement qu'au niveau logiciel. Donc, c'est pourquoi, en parlant de hardening, ok, c'est en anglais, hardening, traduit en français par durcissement, qui va nous permettre de pouvoir appliquer des procédures de sécurité physique au niveau de notre machine et aussi quelques éléments au niveau de notre système d'exploitation. Voilà. Donc, on va durcir un peu les éléments au niveau du système d'exploitation, comment apporter de la sécurité au niveau du système d'exploitation. Mais de façon générale, sachez qu'il y a trois éléments importants. Il y a l'utilisateur, ok? Il y a l'utilisateur, il y a le matériel et il y a le logiciel. Pourquoi? Parce que si déjà, côté utilisateur, euh, vous n'arrivez pas à vous défendre, ça peut être contre des attaques de type social engineering, par exemple. Si on n'arrive pas, c'est vrai qu'il n'existe pas je veux dire, de parade vraiment à une faille humaine, parce que déjà même l'être humain, quoi qu'il en soit, depuis la création du monde, nous n'étions pas parfaits à la base, voilà. Donc, voilà un peu. Voilà, donc, il y a déjà l'utilisateur, donc celui qui va utiliser la machine. Il y a le côté le matériel, c'est-à-dire les trucs physiques. Je dis par exemple n'importe quoi, le disque dur, la carte mère, la clé USB. Bon, déjà qu'on n'intervient pas directement sur la carte mère, donc en tant qu'utilisateur, voilà. Nous, on se contente seulement que d'utiliser des logiciels, voilà, installer des logiciels antivirus, installer des logiciels de traitement de test, des logiciels de travail, et ainsi de suite. Voilà. Mais déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on va apprendre à durcir nos systèmes d'exploitation pour apporter au minimum un niveau de sécurité. Déjà, il n'y a pas de sécurité à 100%, mais le minimum qu'on puisse faire déjà, va falloir apporter la sécurité au niveau de nos systèmes d'exploitation, au niveau de ce que nous faisons aussi également. Donc, c'est pourquoi on va s'intéresser à deux aspects. Déjà, au niveau du système d'exploitation, donc on parlera de sécurité logicielle, donc au niveau du système d'exploitation, et on verra aussi la sécurité physique. Okay? La sécurité physique, c'est-à-dire la sécurité propre à nos machines. En tant que simple utilisateur, voilà, en tant que simple utilisateur, que vous travaillez dans une entreprise, ok, que en tant même qu'entrepreneur, vous utilisez votre matériel, hein, que vous soyez connecté à Internet ou non, apprenez à durcir votre système de apporter un minimum de sécurité. Je vous explique pourquoi. Parce que le mot de passe en lui-même, c'est vrai. On a un système d'exploitation tel que Windows. Je m'attelle sur le cas de Windows, ok. Voilà. Je ne vais pas m'éparpiller. Je suis sous Windows, donc on va s'attaquer à Windows. Donc, déjà, sous Windows, c'est vrai, on a mis un mot de passe, c'est bon. Aujourd'hui, les Windows qui viennent nous apportent différents éléments de protection. Comme quoi, protection PIN, c'est-à-dire quoi, par un code à 4 chiffres. Voilà. N'allez pas penser autrement, les gars. Je suis très sérieux dans ce que je suis en train de dire. Voilà. Donc, il y a des codes à 4 chiffres. On a aussi des mots de passe formés de chiffres de lettres. Voilà. Donc, tout le monde sait comment est-ce qu'il crée son mot de passe. On a aussi une fonctionnalité de Windows qui s'appelle Windows Hello. Windows Hello, c'est quoi? C'est juste un schéma que vous apportez tout simplement dans votre système d'exploitation. C'est intervenu depuis Windows 8, depuis l'arrivée de Windows 8. Voilà.
vous apportez un schéma, voilà, sous Windows que vous reconnaissez. Voilà, donc vous faites ce schéma-là et puis, voilà, vous entrez. En fait, c'est un peu l'équivalent d'un schéma sous Android, mais sauf que par rapport à Android, Windows, il y a voilà, le dessin que vous faites par-dessus. Donc, il n'y a pas de point pour dire vous allez dessiner votre schéma. Voilà, il n'y a pas tout ça. Ensuite, il y a un autre système de protection depuis les dernières mises à jour de Windows 10 avec les protections par clé USB, c'est-à-dire protection par clé physique. Voilà, protection par clé physique. Donc, ça aussi, voilà, ça intervient. Donc, tout ça, c'est bien beau. Tout ça, c'est bien beau, mais il faut aussi apporter un minimum de sécurité au niveau de son propre système d'exploitation. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Bref, trêve de bavardage. Voilà, autant pour moi, trêve de bavardage. On va passer de façon pratique. Et puis, vous allez voir, vous allez comprendre ce dont je suis en train de parler parce que c'est très important. Beaucoup d'utilisateurs ne savent pas. Beaucoup d'utilisateurs ne savent pas. Il y a des administrateurs dans des entreprises, ils ne savent pas ça aussi. Donc, c'est l'occasion, que vous soyez en entreprise, que vous soyez simple utilisateur, de pouvoir apprendre à utiliser ces éléments. Beaucoup négligent, mais en réalité, c'est une réalité. Hein? Voilà. Quand je dis en réalité, c'est une réalité, c'est parce que c'est vrai. On a vu bon nombre d'entreprises qui se sont fait piéger, qui ont perdu leurs données. On a vu un peu le cas avec, on retourne dans les années antérieures, hein, voilà, on retourne dans les années passées, voilà, avec le cas de WannaCry, hein, un ransomware que vous connaissez, voilà. Avec d'autres virus qui étaient tellement silencieux, le Log4j par exemple, hein, utilisé en Java, et y compris d'autres éléments encore dont, si je veux tout citer, voilà, on ne pourra pas finir cette vidéo. Donc, on va aller en profondeur, on va passer directement à nos éléments. Ok, dans ce que vous voyez, on va procéder étape par étape. Je suis à l'intérieur de Windows, voilà, Windows 10. Donc, pour ceux qui ont Windows, n'ayez pas peur, hein. Apprenez à vous défendre. Ne comptez pas toujours sur l'administrateur. L'administrateur lui va donner des éléments pour vous défendre. Ok, il va permettre à ce que vous naviguez dans un environnement sain, voilà, selon le code pour la politique de sécurité en entreprise. Mais vous-même, qui avez votre propre ordinateur, qui avez votre propre machine, c'est un ordinateur portable, mais vous devez vous-même aussi vous défendre. De quoi apporter une sécurité nécessaire. Pour ceux qui ont fait la formation CSU, voilà, il y a un niveau de formation par ici qui s'appelle Certified Secure Computer User, le CSCU, voilà. Donc, c'est pour ceux qui ont suivi la formation, c'est déjà un plus intéressant, mais ce que j'apporte aussi à ceux qui ont suivi cette formation, c'est un additif, voilà. C'est un additif, donc on peut aussi apporter du mieux, voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, ce qu'on va voir en premier lieu, on va déjà s'attarder sur ça, on va utiliser ça, ok? Pour ceux qui ont créé des utilisateurs, vous avez la capacité de gérer vos utilisateurs, vos comptes, ok? Voilà, des utilisateurs et des groupes. Donc, ici, par exemple, c'est une console, ok, qui va vous permettre de pouvoir gérer des utilisateurs et des groupes. Et comme vous le voyez sur le schéma, là, sur cette fenêtre, il y a deux comptes qui sont actifs, le compte SSHD, voilà, et le compte IE User, ok? Bon, ça, c'est des comptes qui sont là, ok? Mais SSID, ça, c'est à titre d'exemple, c'est moi qui, voilà, de mes expériences personnelles. Donc, vous avez différents comptes qui ont été désactivés, voilà, le compte administrateur. Donc, désolé si c'est en anglais, hein, pour ceux qui l'ont en français, voilà, c'est pratiquement les mêmes choses, hein. Le compte administrateur, le compte par défaut et le compte invité, ok? Ceux qui ont le compte invité, qui sont toujours activés, de façon sécuritaire, il est recommandé de les désactiver. Voilà, parce qu'un anonyme peut se servir du compte invité, voilà, et puis faire ce qu'il veut. Mais après, je vous expliquerai pourquoi. Vous avez le compte administrateur, ok, et le compte par défaut qui est désactivé. Ok, on a aussi d'autres comptes, voilà. Donc, dans toute cette série de comptes, voici les comptes qui sont désactivés. Là, après, vous avez une flèche noire qui pointe vers le bas. Et si vous n'avez pas cette flèche noire pointant vers le bas à côté, donc vous avez des comptes utilisateurs qui sont activés. Ok, donc ce compte par défaut fait partie d'un groupe. Chez Windows, tout compte fait partie d'un groupe. La preuve, le compte administrateur, pourquoi il est désactivé? Parce que Windows se méfie de son utilisateur. C'est-à-dire vous-même qui utilisez Windows, Windows même se méfie de vous. C'est pourquoi ils ont désactivé. Voilà, c'est pourquoi ils ont désactivé. Mais à la base, déjà,
Vous avez la possibilité de créer un compte à partir de là. Voilà. Aussi, désactiver ce compte. OK? Si on a le cas de plusieurs utilisateurs ou bien un utilisateur qui veut utiliser votre compte, vous pouvez protéger votre compte administrateur en créant ce qu'on appelle un compte temporaire. Vous pouvez le définir à partir d'ici, de façon graphique. Voilà, je vais vous montrer de façon pratique. Déjà, on a un groupe, OK? Il y a différents groupes par défaut. Voilà. Nous avons des utilisateurs simples. Voilà. Et nous avons les administrateurs. Donc déjà, si vous voulez, par simple curiosité, vous pouvez voir que le compte IE-User et administrateur, ok, ces deux comptes-là sont administrateurs. C'est-à-dire quoi? Quand on est administrateur, c'est un peu comme quelqu'un qui est sous Linux, qui est un root. Pour faire plus simple, c'est-à-dire qu'il a le droit de tout faire sur la machine, en fait. Il a le droit, il a les pleins pouvoirs, si vous voulez. Mais ici, on peut permettre à la création d'un compte temporaire. Donc déjà ici, regardez, on va créer un compte temporaire. Hein, en créant, je reprends la procédure, voilà, on fait un clic droit, New User, en français pour nouvel utilisateur, on clique dessus et on va rentrer les différentes informations. Ok, le nom d'utilisateur, hein. On peut aussi entrer le mot de passe. On peut dire par exemple qu'il peut changer son mot de passe quand il va se connecter, voilà, ou on peut carrément désactiver le compte. Donc c'est un peu ça. Si je décoche ça, je peux dire par exemple, l'utilisateur ne peut pas changer son mot de passe parce que c'est moi-même qui ai défini. Ok, voilà. On peut aussi dire que le mot de passe n'expire jamais. Ok, donc on peut faire ça. C'est bon, on peut écrire, on peut faire ça et activer cet utilisateur. Par exemple, regardez, je vais entrer un utilisateur du nom de Kofi. Voilà, bon, je m'en fous de tout ce qui rentre là. Je rentre le mot de passe. Voilà. Et je dis, il ne change pas son mot de passe. Et le mot de passe peut être expiré. Voilà, mais moi je coche pour dire, voilà, le mot de passe n'expire jamais. Et je mets créer. Mon mot de passe est créé. Je n'ai qu'à fermer. Et voici Kofi qui apparaît ici. OK? Le problème, c'est que quand beaucoup de gens créent le compte utilisateur, assignez-les à un groupe afin d'avoir une vue globale sur ce groupe. Donc, une vue globale sur l'utilisateur, en un mot sur ce groupe, pour voir un peu ce que l'utilisateur fait. Je m'explique. Kofi a été créé, d'accord. Mais il est dans quel groupe? Il est dans quel groupe? Si je parcours, je viens dans la partie groupe ici, ok, de ce groupe. Si je clique sur administrateur, ok. Si je clique sur invité, par exemple, j'ai invité. Si je clique sur utilisateur, ok, regardez, j'ai Kofi qui apparaît dans utilisateur. Si vous le créez comme ça, c'est-à-dire qu'il va mettre par défaut, je dis bien, il va mettre par défaut Kofi dans le groupe utilisateur, ok. Le groupe utilisateur ici, c'est un groupe qui a été créé pour empêcher l'utilisateur de faire des choses qu'il ne maîtrise pas. Voilà. Je pèse mes mots. Pour faire des choses qu'il ne maîtrise pas. Pourquoi? Parce que il peut faire des choses par accident, voire même supprimer le système sans s'en rendre compte. Si on le met en tant qu'administrateur, c'est-à-dire si on lui donne les pleins pouvoirs. Donc si on fait ça, c'est un groupe avec des droits restreints. Voilà. Donc pour empêcher de faire des choses qu'il ne maîtrise pas. Donc si vous avez créé, par défaut, il sera ici. Ok? Par défaut, on peut le mettre ici. C'est bon? Voilà. Maintenant, il y a d'autres où il crée, mais c'est pas où les mettre en fait. Voilà. Tout tombe par défaut sur un autre espace. Voilà. Donc, mais déjà, il faut savoir que par défaut, quand un groupe est créé, il est sur quoi? Sur utilisateur, ou en anglais, users par défaut. C'est bon? Voilà. Mais j'attire aussi l'attention des administrateurs, voilà, tout comme des utilisateurs également. Cette même procédure peut être faite aussi en ligne de commande, dont on verra plus tard. Voilà. Donc, voici un peu. On a créé Kofi ici. Ok, il est dans un groupe. Si comme il n'était pas dans un groupe, regardez, je vais m'atteler même à créer un groupe. Ok, je peux m'atteler à créer un groupe par exemple. Utilisateur simple. C'est un exemple. Hein. Voilà. C'est un exemple. Et je peux, déjà, dans le groupe, je peux ajouter des membres. C'est-à-dire quoi? C'est des comptes utilisateurs que je peux ajouter. Je signale qu'on est sur un ordinateur, on intervient en local. Ok? Donc, on va travailler sur ce qu'on appelle un domaine local. Le domaine local, c'est-à-dire quoi? C'est le nom de l'ordinateur. Voilà. Utiliser, c'est tout.
Donc, par exemple, si je mets Kofi, ok, je clique sur Check Names, ok, il va vérifier le nom pour voir si ça existe. Oui, Kofi existe, donc je mets OK. Et si vous remarquez, l'utilisateur Kofi apparaît dans le groupe ici. Ok. Maintenant, dans ce groupe-là, ok, regardez, utilisateur Sim. Dans ce groupe-là, par exemple, on peut modifier ses propriétés. Ok. Ça, c'est pour juste ajouter les membres. On peut modifier ses propriétés. Le fait que Windows se méfie de vous quand vous créez un utilisateur, c'est ici qu'il vous amène. Voilà, aussi simple que ça. Donc ça, c'est normal. Maintenant, regardez aussi un truc très important. C'est vrai, on a créé des utilisateurs, c'est bon. On peut créer un utilisateur temporaire. Et ici, il y a des choses aussi qu'on ne nous a pas expliquées. Voilà. Il y a aussi des choses qu'on ne vous a pas expliquées. C'est quoi? Dans la création du compte temporaire, on a créé l'utilisateur. Il est dans le groupe utilisateur, il est simple. Mais on n'a pas l'occasion de savoir. On sait que le mot de passe ne change jamais, il n'explique jamais. Vous pouvez aussi désactiver le compte, autant pour moi. Vous pouvez savoir il est membre de quel groupe. Vous pouvez avoir des infos sur son profil. C'est intéressant. Mais ce qu'on ne vous a pas dit, c'est que on peut lui donner de façon temporaire une durée de vie. Oui, à un compte. Et c'est faisable. On peut lui donner une durée temporaire. Je vous explique. Ce que vous voyez ici, ça c'est juste de façon graphique. Mais en ligne de commande, c'est un peu plus précis, un peu plus poussé. Voilà. Un peu plus poussé. Ok. Je vais vous expliquer à travers un script, ok, que j'ai mis en place. Ce script-là va vous permettre de pouvoir créer un utilisateur, voilà, de façon temporaire. Ok. Je vais vous faire une petite démonstration avant de pouvoir vous montrer le script. Voici le script que j'ai créé. Ok. Voilà le script que j'ai créé. Donc, quand je parle de hardening, je parle de durcissement. Ici, on a un durcissement au niveau logiciel, ok, c'est-à-dire au niveau du système d'exploitation. Donc, on suit. Voici le script que j'ai créé. Quand j'exécute, on me dit quoi? Création du compte temporaire utilisateur. Ok? C'est-à-dire quoi? On crée un compte. Ce compte a une durée de vie. Il a été créé à telle date. À telle date, ce compte va se désactiver automatiquement. Ce compte va se fermer, voire se bloquer. Ok? Donc, je vais vous faire voir le script, mais voilà ce que ça donne en pratique. Le compte utilisateur, par exemple, je crée un compte, par exemple, Christelle, pourquoi pas? Non. Bon, c'est un nom comme tout autre. Bon, le compte Charles, pourquoi pas? Je vais créer deux comptes, Charles et Déborah, vous allez voir. La date d'expiration du compte, ok? Ici, au niveau de la date, jour, mois, année. Mais on va inverser, ça sera quoi? Ça sera mois, jour, année, ok? Nous sommes le 25 octobre. Oui, c'est cela. Excusez-moi, moi le calendrier, des fois ça fait deux. Donc le 25 octobre 2022. Ok. Donc, je dis que ce compte va expirer, par exemple, le 26. Ok. Autant pour moi. En octobre. Ok. En octobre, le 26. Donc, on respecte mois, jour, année. Donc, le octobre 26 2022. C'est bon? Maintenant, vous pouvez lui donner un mot de passe. Ok, on peut lui donner un mot de passe par défaut. Hein? Donc, je lui accorde le mot de passe par défaut. Ok, je crois que j'ai une erreur. On me dit le compte est refusé. Ok, je comprends. Déjà, le script, il doit s'exécuter en tant qu'administrateur. J'ai oublié carrément. Ok. Je mets Charles. Bon, laissons Charles en paix. Déborah, par exemple. La date d'expiration du compte. En octobre, le 26. Ok, 2022, comme ceci. Je lui donne le mot de passe. Fais la validation. Ok.
la commande s'est bien passée. Ok, la commande s'est bien passée. Pour l'erreur système 1378, ne vous inquiétez pas. Voilà, on dit que le nom du compte est déjà membre d'un groupe. Donc, c'est normal. Hein, c'est normal. Mais déjà, la commande s'est bien passée. Et on peut même vérifier. Hein, voilà, on va vérifier. On va taper NetUsers. Voilà, NetUsers. Et on vérifie. Regardez, on va recevoir. Voici hein, la liste. Voilà. Deborah qui a été créée. Bon. Ce Ko-fi-là, j'avais déjà créé auparavant. Donc, c'est normal. Donc, ici, on peut même avoir l'information. Voilà. Pour les administrateurs, pour un simple utilisateur. C'est vrai que même si vous ne voulez pas vous prendre la tête avec une ligne de commande, mais déjà, ce script, ça c'est un script simple, mais comment dirais-je, voilà, je vous donnerai un lien plus tard pour le script, voilà, amélioré, où déjà, vous pouvez avoir bien sûr des informations utilisateurs, voilà, pour ne pas trop vous prendre la tête. Donc, on va voir l'information utilisateur. Voilà le cas de Deborah. Ok, regardez. On a le nom de l'utilisateur qui apparaît. Son nom est ici. Ensuite, regardez. Son compte est activé. On a la date d'expiration du compte. Regardez. Son compte expire le 26 octobre 2022 à midi. Hein? Le AM. Bon, mon système est en anglais, c'est normal. Donc, je précise à midi. Ok? Voilà. Le mot de passe est requis. L'utilisateur peut changer son mot de passe. Oui, je donne le droit quand même. Donc, voilà un peu. Donc, voici un peu comment on crée un compte temporaire. Voilà, pour permettre à l'utilisateur de pouvoir entrer, ok, de pouvoir avoir accès à l'ordinateur, mais pour un temps. Voilà. Une fois que ce temps est passé, le compte sera automatiquement verrouillé. Donc, en un mot, désactivé. Voilà, le compte sera automatiquement désactivé une fois la date passée. Donc, c'est un peu ça. Donc, ça, c'est la première étape. C'est un élément de sécurité qui est important. Voilà, de sorte à ne pas permettre aux utilisateurs, voilà, de pouvoir, hein, de pouvoir outrepasser les limites. Un utilisateur simple, mais qui est là pour un temps. Donc, une fois que c'est fait, il a fini de faire ce qu'il veut, automatiquement, pouf, le compte est désactivé. Il ne peut plus y accéder. OK. Maintenant, un autre important aussi, il s'agira de la stratégie de groupe. OK? Donc, c'est pas grave, je vais l'effacer. Hein? Ça fait rien. Voilà, prends ça quand même. Un élément important, il s'agit de quoi? De la stratégie de groupe. OK? Mais avant de passer à la stratégie de groupe, je vais vous donner le script minimal. Voilà, comme je vous l'ai dit, vous aurez le script amélioré. Donc, on va ouvrir ce script-là. Donc, ce script-là, il est prêt à être exécuté en tant qu'administrateur. Voilà, ça va vous sauver la vie au cas où peut-être vous avez des employés temporaires. Voilà. Maintenant, pour ceux qui sont sous Windows Server, voilà, pour ceux qui sont sous des Windows Server autres aussi, ils peuvent se servir de ça, même utiliser Active Directory combiné avec PowerShell combiné avec Active Directory. Et puis après, voilà, désactiver, voilà, c'est désactivé automatiquement sans intervention humaine. Donc, ça aussi, c'est très important. Donc, voici un peu, voilà un peu le script qui est là. Voilà. Donc, c'est un script simple, voilà, qui permet la création du compte utilisateur. OK? Donc, il demande le compte utilisateur, il va activer. Donc, il va se servir de deux commandes, voilà, juste pour l'ajouter. Donc, par défaut, étant donné qu'il est ajouté dans un compte utilisateur, déjà, c'est pourquoi, étant ajouté deux fois, on a un message d'erreur pour dire que le compte existe déjà. Mais n'empêche que tout a marché comme sur des roulettes. Hein, ça passe comme prévu. On l'a vu hein, dans les éléments précédents. Donc, voici un peu ce que le script fait. Voilà. Donc, on a aussi un élément dont je parlais tantôt, la stratégie de groupe. Les utilisateurs, voilà, les administrateurs serveurs connaissent un peu le potentiel hein, de la stratégie de groupe. Ici, on va aller de façon simple, hein, voilà, pour des simples utilisateurs, pour des utilisateurs lambda, voilà, on veut juste utiliser, donc peu importe si on s'est fait voler les données, mais on veut juste utiliser quand même. Mais comme je dis, c'est quelque chose à ne pas négliger, que vous soyez en entreprise,
soit pour vous-même, c'est quelque chose à ne pas négliger. Ok, maintenant on va voir. Vous avez des stratégies liées à vos comptes utilisateurs, par exemple. Ici, je vous préviens, c'est en anglais, donc je vais quand même expliquer. Voilà. Donc, ici, on a stratégie de compte en anglais pour Account Policy. Vous avez Password Policy. Donc, ici, c'est une stratégie liée au mot de passe. Voilà. Donc, on peut appliquer une stratégie liée au mot de passe, par exemple. Vous pouvez avoir un historique des mots de passe. Je vous le déconseille fortement. Voilà. Parce que si quelqu'un s'en sert, bon, il peut s'en servir pour créer un dictionnaire de mots de passe. Voilà, pour voir un peu ce que vous utilisez à chaque fois. Donc, je vous le déconseille en tout cas. Voilà. Vous pouvez donner une durée de vie à votre mot de passe. Ok? On l'a vu un peu aussi dans la création du compte. Vous pouvez donner une durée de vie à votre mot de passe. Durée minimum de vie de mot de passe, 42 jours. Ça, c'est par défaut. Vous pouvez donner par exemple 7 jours, c'est-à-dire soit une semaine. Voilà, et puis vous appliquez. Voilà, en cliquant dessus. Vous cliquez, ça c'est maximal. Ok? Durée de vie maximale du mot de passe, une semaine. Durée de vie minimale d'un mot de passe aussi, c'est un nombre de jours, donc 7 jours qui équivaut à une semaine. Donc, je veux dire, le mot de passe, il doit avoir au moins 3 jours, par exemple. Ça, c'est selon moi mes besoins. Mais les miennes peuvent ne pas correspondre aux vôtres. Mes spécifications peuvent ne pas correspondre aux vôtres. Donc, c'est pourquoi vous avez la possibilité de définir vous-même la durée. Maintenant, ici, vous avez la longueur minimale de mot de passe. C'est-à-dire quoi? Vous pouvez prévoir, par exemple, si vous avez ici 0 caractère, ok, 0 characters, ok, vous avez 0 caractère, c'est pour dire quoi? Vous pouvez entrer un mot de passe d'un caractère, 2 caractères, 3 caractères, voilà. C'est possible. Maintenant, vous pouvez augmenter la durée, c'est-à-dire la longueur de votre mot de passe. Votre mot de passe doit faire au moins 3 caractères. Donc, c'est-à-dire que si j'entre un mot de passe qui est inférieur à 3 caractères, par exemple, Windows va dire, désolé, voilà, je ne peux pas accepter ça. Mais quand vous entrez au-delà de 3 caractères, Windows dit OK, d'accord, c'est le mot de passe, on peut y aller. Donc, vous pouvez appliquer cette stratégie. Et vous pouvez même l'essayer. OK? Chez vous, vous pouvez l'essayer, vous pouvez l'appliquer, ça fonctionne. Maintenant, vous avez aussi l'audit au niveau de la longueur des mots de passe. Bon. Déjà, à ce niveau, ici, c'est pour savoir quels sont les mots de passe qui ont été entrés. Okay? C'est une stratégie d'audit pour savoir quels sont les mots de passe qui ont été entrés. Voilà. Par exemple, c'est-à-dire quoi? Au-delà de 3 caractères, regardez ici, on dit log audit event when the new passwords are shorter than. Ça veut dire tout simplement, on fait un audit du mot de passe. C'est-à-dire quoi? On va signifier dans l'observateur d'événements, ok? C'est-à-dire dans les fichiers journaux de Windows, quand on a un nouveau mot de passe qui est plus court que, par exemple, 3 caractères, c'est-à-dire si on entre un mot de passe qui est plus court que 3 caractères, automatiquement, c'est dans les fichiers journaux. Et on va voir ça, c'est-à-dire dans les éléments de sécurité, où on dira, ah, il y a quelqu'un qui a entré un mot de passe, mais qui est plus court que 3 caractères. On verra ça dans les journaux d'événements. Ok? Donc, c'est pourquoi aussi, en tant que simple utilisateur, c'est vrai, même si on ne veut pas trop s'entêter, hein, mais prenez un peu de temps pour voir aussi les logs, pour voir ce qui s'est passé. Parce que quelqu'un peut utiliser votre machine à votre insu. Vous ne savez pas. Donc, c'est tout ça là. Voilà. Ok. Vous avez aussi Password Must Meet Complexity Requirement. Quand vous activez ça, c'est-à-dire quoi? Les prérequis de complexité, c'est-à-dire quoi? Le mot de passe doit avoir lettres majuscules, lettres minuscules, chiffres, caractères alphanumériques, hein, des tirets, des underscores, tout ça mélangé. C'est pourquoi on parle de complexity requirements, donc des prérequis de complexité. Okay? Donc, une fois que vous activez ça, c'est-à-dire que quand vous allez entrer au mot de passe, ça doit rencontrer tout ça. Donc, s'il n'y a pas ça dans le mot de passe, quand vous allez vous connecter sur Windows, il y aura toujours des problèmes. Voilà. Windows d'enregistrer des mots de passe qui utilisent un chiffrement réversible. Ici, on parle de chiffrement, c'est-à-dire quoi? Vous entrez le mot de passe, mais en réalité, le mot de passe sera codé d'une certaine façon, de sorte que ça soit illisible. Ok? Et vous dites à Windows d'enregistrer ça. Par défaut, ici, c'est désactivé, mais vous pouvez l'activer. Donc, vous aussi, vous ne pouvez pas l'activer. Ça dépend de vous. Voilà. Mais ce que je vous recommanderais déjà, c'est déjà l'âge minimum et maximum du mot de passe. Vous précisez la longueur du mot de passe.
Maintenant, ça dépend de vous si vous voulez aussi au niveau de l'audit de vos mots de passe. Parce que ça vous permet de voir si quelqu'un n'a pas tenté de faire un brute forcing au niveau de votre mot de passe. Voilà. Et regardez, il y a encore plus intéressant. Il y a encore plus intéressant qu'on va voir dans cette partie. Account Lockout Policy. OK, Lockout ici.